Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour fait dialoguer images et mots, écrivain, photographe, mais pas uniquement. Cet homme aux multiples facettes partage sa vision en ce moment au nouveau Musée national de Monaco en tant que commissaire d'exposition pour le sentiment de la nature. Bonjour Guillaume de Sardes. Bonjour Geneviève. Alors c'était important pour moi de dire en ce moment, je pense que ceux qui nous écoutent l'ont senti, parce que si on parle Guillaume de Sardes aujourd'hui, et si tu es avec nous aujourd'hui, c'est pour un ensemble de choses. C'est pas, quand je dis que tu es un homme aux multiples facettes, c'est un peu vrai. Comment on définirait aujourd'hui ton métier ? Je suis avant tout écrivain, puisque c'est une activité que je poursuis depuis mon premier livre qui est apparu en 2004 jusqu'à aujourd'hui. Ça fait maintenant plus de 20 ans que je publie des livres, j'en ai publié une quinzaine. Donc voilà, on peut dire de ce point de vue-là que l'écriture est un fil conducteur de ma vie. C'est ce qui relie tous les projets entre eux. Il y a souvent une dimension littéraire. Une exposition, c'est pas uniquement des œuvres dans un musée, c'est aussi un catalogue, c'est les textes de salle, donc de ce point de vue-là, oui. Ouais. Je me souviens d'une discussion aussi, tu m'avais parlé d'un artiste turc que tu faisais venir à Monaco pour Ali Kazma. Voilà, Ali Kazma, et tu me disais, j'aime ce qu'il raconte. Et alors je me souviens, dans ma tête, je me disais, bon, il fait des vidéos, le gars, mais ce qu'il raconte, c'est plus que la vidéo qu'il fait, en fait. Je crois que tous les artistes ont une personnalité riche. C'est ce qui m'intéresse chez eux, qui déborde en fait le strict cadre de leur art, et c'est souvent des gens qui ont des choses à raconter dehors de leur travail artistique. Ali Kazma, en l'occurrence, il écrit aussi, c'est un écrivain aussi. Hein. Ali Kazma, il écrit un peu. C'est pas sa... Non, je dirais pas que c'est sa partie préférée. Non, en fait, il avait travaillé sur un écrivain. Il avait travaillé sur Orhan Pamuk, qui lui est un grand écrivain turc, prix Nobel littérature, que j'adore. Et donc, en ce sens-là, on peut dire que Ali a un lien fort à la littérature. Il a travaillé aussi avec Alberto Manguel, qui est lui-même un grand écrivain. Donc, il s'intéresse à la littérature davantage qu'il la pratique. D'accord. C'est important pour toi que la littérature soit présente dans l'univers de ceux avec qui tu travailles ? Pas nécessairement, mais disons que c'est un premier moyen de se connaître, en fait. Ouais. Souvent, l'art, c'est quand même, et les projets d'exposition, ce sont les affinités électives, comme dirait Goethe. Donc, c'est plus facile de se rapprocher de quelqu'un qui partage des intérêts avec vous que quelqu'un qui est vraiment très, très éloigné de ce qui vous nourrit au quotidien. Ouais. Alors, comment l'écrivain, depuis 2004, comment l'écrivain finit par un jour se dire « je vais exposer, je vais parler de l'art des autres ». Alors, ça s'est fait assez naturellement, puisque j'ai d'abord écrit des romans, mais non, en fait, non. Mon premier livre était un essai déjà, qui a orienté d'ailleurs toute une partie de ma vie, puisque c'est un essai sur les ballets russes. C'est un essai sur Vaslav Nijinsky, le grand danseur des ballets russes. Déjà pas loin de Monaco quand même. J'étais pas loin de Monaco. C'est une des raisons pour lesquelles j'étais très content de rejoindre le musée il y a 4 ans, parce qu'il y avait ce lien très fort avec Monaco, avec les ballets russes, avec les collections du musée, avec aussi un certain nombre d'expositions qui avaient été faites ici, que je connaissais à travers les catalogues. Il y avait une forme d'évidence. Et après, de manière plus personnelle, moi je me suis beaucoup intéressé aux artistes radicaux. Donc, Nijinsky en était un. J'ai aussi écrit un livre sur Fassbinder, le réalisateur. Alors, quand on parle de radicalité, là... Fassbinder, ouais, c'est pas mal, ouais. Fassbinder, c'est pas mal, ouais. Bon, tu fais une expo à Monaco, enfin, tu es commissaire de Newton Riviera. C'est ça, qui était un autre artiste de mon point de vue radical. Voilà. Et puis une exposition sur Pasolini aussi, qui est encore un écrivain, réalisateur très très radical. Donc il y a quand même une sorte de ligne, c'est-à-dire que je m'intéresse à ce type d'artiste. Même Kazma, finalement. Oui, Ali, son œuvre est radicale, au sens où elle est très intellectuelle, presque un peu sèche, très narrative aussi, puisqu'en fait c'est un projet total, un projet englobant, où lui travaille à l'échelle d'une vie entière sur qu'est-ce que c'est que le travail aujourd'hui.
Et c'est assez drôle comme démarche, mais en tout cas, c'est pas quelqu'un qui essaie de flatter les goûts du public, ça, c'est sûr. Bah, là, en l'occurrence, Newton mis à part, puisque peut-être que le succès que Newton a finalement est pas un succès voulu dans le sens médiatique du terme, hein, certainement un succès de ses pairs, sans doute, mais peut-être pas un succès voulu. Mais sinon, on parle de Pasolini, c'est pas non plus un artiste qui a cherché un succès populaire. En tout cas, ce qu'il fait... Non, il l'a pas cherché, mais il l'a néanmoins eu, parce que quand on regarde les blockbusters italiens depuis le début du cinéma, certains de ces films font encore partie des films les plus vus de toute l'histoire. C'est vrai ? Oui, notamment le Décaméron, par exemple, qui est un film qui doit se classer dans le top 20 des films les plus vus en Italie. C'est particulier parce que le Décaméron, c'est quand même un film, alors, je dirais pas difficile, mais en tout cas, c'est un film qui est pas forcément, de prime abord, celui, je ne proposerais pas un visionnage un dimanche après-midi, quoi. Alors, je pense qu'il y avait un malentendu autour du succès du Décaméron. D'ailleurs, Pasolini lui-même le disait, c'est que c'est un film qui avait une dimension légèrement érotique. Ouais. Et les gens sont allés voir ce film pour ça. Aussi pour ça. Peut-être pas que pour ça, mais aussi pour ça. À une époque a beaucoup contrarié Pasolini. Oui, à une époque où, en effet, c'était un film qui était perçu comme très audacieux, ce qui aujourd'hui paraît... assez, le paraît pas. Le paraît pas, oui, ça paraît assez commun. En tout cas, les scènes érotiques ne sont pas renversantes. Non, elles ne sont pas renversantes, mais c'est peut-être la tension qui l'est. C'est-à-dire que ce qu'on voit, finalement, n'est pas plus renversant que ce qu'on ressent. C'est peut-être... c'est d'ailleurs, dans l'expo du Nouveau Musée National sur Pasolini, c'était un peu ça. C'est-à-dire ce qu'on voyait n'était pas plus renversant que ce que ça suggérait. Hein, moi, je me souviens d'une visite que j'ai faite là-dessus. C'était quand même assez bouleversant si on s'imaginait ce qu'il avait voulu faire. Oui, c'était une exposition à travers laquelle j'avais voulu montrer l'influence de la peinture classique et même de la peinture moderne sur son travail de cinéaste, et notamment la manière dont il composait les scènes à partir de grands tableaux classiques. Dans ses premiers films, il s'inspirait beaucoup de Caravage. Puis après, il s'est intéressé aussi à l'art moderne. Donc là, on avait dans son dernier film Salo des plans qui étaient vraiment très inspirés de Fernand Léger. Voilà, il y avait tout un dialogue comme ça entre les différents arts, qui est une chose qui m'intéresse à titre personnel. Donc j'ai tendance à m'intéresser aux artistes qui s'intéressent à ce qui m'intéresse. C'est une boucle comme ça. Ouais, le dialogue entre les arts, c'est un point aussi. On parlait du fil conducteur. Alors il y a la littérature, il y a aussi ça. Parce que Guillaume, tu écris, mais tu conçois des expositions, mais tu fais la photo aussi. Donc il y a aussi, enfin pas que, mais il y a aussi plusieurs manières d'exprimer ce que tu ressens, ou en tout cas le message que tu veux donner. Oui, la photographie, c'est quelque chose qui rejoint la littérature par certains côtés. Alors après, il y a différents types de photographies. Il y a la photographie plasticienne, qui est vraiment photographie qui est utilisée comme un médium dans une logique plus conceptuelle, qui n'est pas ce que je fais. Moi, ce que je fais, c'est plutôt la photographie de l'intime. Donc c'est aussi une manière de se raconter, de témoigner de mes voyages, de ma vie. Et de ce point de vue-là, ça... C'est pas Diane Arbus, hein ? Ça... oui. Non, mais je ne comparerai pas à Diane Arbus que j'adore. C'est parce que je dis ça parce que Diane Arbus ne présentait pas ce qu'elle vivait. Elle présentait ce que les autres vivaient. Ce qui est quand même... je prends ça très référence. Absolument, c'est une autre démarche. S'il fallait faire des comparaisons, alors toutes choses égales par ailleurs, ce serait plus proche de ce qu'a pu faire Nan Goldin ou Engström, Ackermann. Enfin, voilà, il y a toute une lignée comme ça de photographes de l'intime, de gens qui documentent leur propre vie. Et c'est plutôt dans cette lignée que je travaille. Tu as un compte Instagram d'ailleurs que tu alimentes assez régulièrement au gré des voyages et de... Oui, c'est vrai. Mais alors ça, voilà, je le lirai pas à mon travail. Ouais. D'artiste, c'est plutôt pour moi, c'est un journal du regard. Ça me permet de me souvenir de ce que j'ai fait, ce que j'ai vu, ce qui m'a plu. C'est comme une sorte de manière de prendre des notes de manière facile. Oui. Ça me sert essentiellement à ça. Parfois, quand je rentre, je sais pas, je vais déjeuner avec un ami, je vais lui parler de quelque chose que j'ai fait il y a 1 an, je me souviens plus vraiment de quand c'était, donc je vais regarder, je retrouve l'image, et voilà, c'était ça.
Ça me permet aussi de photographier des tableaux qui me plaisent, des œuvres d'art qui m'intéressent. C'est veut dire plus un que journal du regard. Ça veut dire que c'est quasi systématique, en fait, hein, ces photos. Celle-là. Je parle pas Oui, du oui, travail. c'est assez systématique. Oui, après, je poste pas forcément tous les jours, mais peut-être presque tous les jours. Oui, oui, en tout cas, c'est fréquent. C'est fréquent, oui, Ouais. c'est fréquent. Est-ce que, si je comprends bien, c'est ton carnet de bord On peut dire ça, oui. On peut dire un peu comme ça. Est-ce que le fait que ce carnet de bord soit public, puisqu'il l'est, est-ce que c'est une autre dimension finalement? Tu dis, on le lit pas à mon travail, mais il y a quand même une démarche. Alors, d'une part, il y a beaucoup de gens qui le suivent, qui ne me connaissent pas. Donc, il y a une partie comme ça de mon intimité qui est préservée par le fait que c'est même pas sous mon nom, c'est le nom d'un magazine que j'ai dirigé. Donc, déjà, ça éloigne un peu. Et par ailleurs, il y a beaucoup de choses intimes que je laisse volontairement à côté. C'est-à-dire, c'est vraiment lié au voyage, au musée, à l'art, aux œuvres. Mais il n'y a pas du tout... Il n'y a pas de photos privées, disons. Il n'y a pas mes amis, il n'y a pas les gens que je fréquente. Je reste assez discret là-dessus. Est-ce que, c'était une question importante à laquelle je voulais arriver, est-ce que c'est facile pour un artiste de rester discret? Je pense que ça dépend des artistes. Il n'y a pas de réponse simple à cette question. Je crois que c'est vraiment une question de personnalité. J'ai envie de dire davantage que de métier. Peut-être que... Oui, il y a des hommes politiques discrets. Exactement. Il y a des artistes qui se mettent beaucoup en scène eux-mêmes, les artistes qui sont très discrets. On parlait d'Ali Kazma, c'est un artiste discret. On ne connaît même pas... C'est pas quelqu'un, en tout cas, qui se met en scène. Voilà. Et c'est pas quelqu'un qui a choisi une paire de lunettes de soleil et un certain type de chapeau qu'il va porter absolument tous les jours pour qu'on le reconnaisse. Il n'a pas construit un personnage. Moi, je fais plutôt partie des gens qui sont... discret, même un peu secret par certains côtés. Alors tu voyages dans le monde entier, parce que ton métier, et notamment celui des expositions, te mène dans le monde entier. Là, tu me disais que tu rentrais de Chine. Oui, là, je viens de faire la Biennale de Chengdu comme commissaire. C'est une expérience assez géniale, je dois dire. Alors justement, ce que je me dis, c'est est-ce que c'est facile pour quelqu'un qui conçoit des expositions, qui conçoit des expressions comme ça? Est-ce que c'est toujours facile de s'adapter à ceux qui... Alors j'allais dire ceux qui te payent, c'est un peu réducteur. En tout cas, ceux qui te font la commande. Non, pas du tout. C'est ça. Non, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de dire les choses comme elles sont. C'est un métier. Et comme tout métier, on se met au service de la personne, du commanditaire. Donc, en l'occurrence, moi, j'essaie toujours de respecter le cahier des charges de départ, aussi bien en termes budgétaires que de contenu intellectuel. Je pense que c'est une éthique à laquelle, moi, en tout cas, je me plie bien volontiers. Je dirais même qu'à l'inverse, je trouve un peu désagréable certains commissaires qui, en fait, acceptent quelque chose, sachant très bien qu'il y a des règles du jeu, et après ne jouent pas selon les règles, se font censurer, et après vont dire... on n'a pas respecté mon travail. Voilà, exactement. Donc en fait, soit on joue et on joue selon les règles, soit si on veut pas jouer à ce jeu, personne nous oblige, et donc on va jouer à un autre jeu avec des règles qui nous conviennent mieux. Alors c'est vrai que c'est peut-être l'ossature aussi de la relation professionnelle que tu as eue avec, ou que tu as toujours, je ne sais pas, avec Björn Dahlström, le directeur de Nouveau Musée, puisque avant de recommencer à parcourir le monde, tu as quand même passé 3 ans, je crois. Un peu plus de 3 ans. Un peu plus de 3 ans à Monaco. Alors, je dirais en résidence. Comment ça se passe? Non. Enfin, moi, j'ai fait de mon mieux pour servir les intérêts du musée et puis accompagner la vision de Björn. Ça, c'est typiquement ce que je veux dire. Quand je parlais de la nécessité d'avoir une éthique professionnelle, c'est que, bon, par chance, avec Björn, on est quand même aligné sur énormément de points. On a beaucoup de goûts en commun, donc ça facilite la relation de travail. Mais parfois, si on peut avoir des différences d'appréciation sur certains artistes ou sur certaines choses, moi je considère que voilà, c'est lui le directeur, c'est sa programmation, il choisit, c'est lui qui l'assume. Donc après, moi je fais de mon mieux pour que les choses se fassent dans les bonnes conditions, quoi. C'est le cas du sentiment de la nature? C'est une commande que tu n'aurais pas choisie? Non. Alors ça, en revanche, les expositions que j'ai faites au musée, aussi bien Newton que Pasolini, Sentiment de la nature, ça sont mes idées que j'ai soumises à Björn et qui m'a fait l'amitié d'accepter. Donc,
Disons que il a c'est quand un même peu confiance. différent. Il a quand même confiance dans un certain regard, puisque Oui, sinon je pense. il te choisit pas pour. Non, bien sûr. Non, on a une relation de travail qui est ancienne, puisque j'avais déjà fait une exposition pour lui quand il dirigeait le musée Yves Saint-Laurent À Marrakech. Ouais. Et non, c'est quelqu'un, moi j'aime le regard, j'aime la sensibilité, c'est un directeur de musée un peu atypique. Monaco a beaucoup de chance de l'avoir, parce que j'en connais pas mal les directeurs de musée qui n'ont pas tous ces qualités. Alors, parlons du sentiment de la nature, parce que là, il y a quand même deux mots dans le titre de l'expo qui sont côte à côte et qui disent déjà beaucoup de choses. Hein, c'est sentiment et nature. Que vous avez allié, tu ou vous, je ne sais pas comment vous êtes arrivé au titre, si c'est toi seul ou si... C'est moi, oui, non, c'est moi. Les titres sont les miens, et puis les contenus intellectuels aussi. Alors, le titre complet, c'est Le sentiment de la nature. Il y a un sous-titre qui a son importance, L'art contemporain au miroir de Poussin. Et en fait, tout est résumé. L'idée, c'était de mettre en rapport quelques tableaux de Nicolas Poussin, le grand peintre français du XVIIe siècle, avec des œuvres... Pas toujours très connues. Poussin, c'est-à-dire on a des références de Poussin, mais on n'a peut-être pas l'intégralité de son œuvre ou en tête. Ça, c'est toujours, comment dire, la célébrité, c'est toujours relatif. Oui, c'est vrai. Disons que il fait quand même partie, je pense, en tout cas pour la période classique, des très très grands noms. Ne serait-ce que parce qu'il y a eu très grandes expositions au Louvre, au Grand Palais. Au Grand Palais, oui. Je me souviens d'une expo Poussin au Grand Palais qui a été d'ailleurs un succès populaire oui. impressionnant. C'est un peintre difficile, mais c'est un peintre quand même assez connu. Mais encore une fois, toute chose égale par ailleurs. Oui, c'est ça. Justement, comment... alors, j'espère que tout le monde ira voir l'expo, mais comment Poussin influence l'art contemporain ? Alors, l'idée, c'était pas nécessairement de réfléchir en termes d'influence, mais plutôt d'aspiration, peut-être. D'écho. C'était de trouver dans l'art contemporain des œuvres qui font écho à ce sentiment lyrique de la nature qui est typique de la peinture de Poussin. Pierre Rosenberg dit qu'un des traits géniaux de Poussin, c'est d'avoir peint non pas des paysages, mais la nature, ce qui est assez différent en termes d'approche. Et c'est ce que des artistes que j'ai choisi de montrer me semblent faire aussi. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de paysage, il s'agit d'une forme de poésie, de lyrisme, j'aime bien le mot, lié à la nature et au sentiment que la nature peut susciter en nous. Alors tout de suite, on pense aux impressionnistes, parce qu'on se dit la nature... qui mieux que Monet par la nature mais est-ce que lui c'était des paysages ou c'est de la nature ? Non, pour Monet l'idée de nature marche très bien. Moi j'ai choisi, parce que la Villa Paloma a des dimensions qui sont relativement réduites, de partir vraiment de la grande peinture classique, c'est-à-dire de Poussin, et d'enjamber, on va dire, 3 siècles pour arriver à l'art contemporain. Même si en réalité il y a... Donc on est au 20e tout de suite, au 21e. Assez vite, disons, il y a quelques tableaux, il y a 2 ou 3 tableaux, un tableau du 18e, un tableau du 19e, mais oui, globalement, c'est vraiment dire un que dialogue. Monet, non. Voilà, il n'y a pas de peintre impressionniste. Il n'y a pas d'impressionnisme. Mais on y pense ou on n'y pense pas ? Parce que, tu fais le choix de faire un pas immense, mais est-ce que on est d'accord que les impressionnistes ont pas la nature ? Bien sûr, ça fonctionnerait. Les impressionnistes, les romantiques, ô combien. Les romantiques, mais bien sûr, c'est... Une exposition, c'est quand même, en tout cas moi, tel que je l'ai fait, tel que ça m'intéresse de les regarder aussi, quand je visite celles des autres, c'est quand même, il y a une part de subjectivité, c'est personnel, donc ça reste quand même lié. Ah oui, c'est ton message. Au goût. Moi, ça m'intéressait davantage de montrer Poussin que de montrer Van Gogh, parce que ça aurait été trop facile, parce que je pense que c'est plus intéressant d'aller chercher des peintres peut-être un peu plus difficile. Et d'ailleurs, il y a plein d'autres raisons. Il y a vraiment des liens. Poussin est un peintre intellectuel. Ouais. Et l'intellectualité en art, c'est quelque chose qui m'intéresse. C'est quelque chose qu'on retrouve, par exemple, c'est Giulio Paolini, qui a fait une œuvre spécialement pour cette exposition. Donc il y a quand même aussi des liens. On tourne toujours un peu autour des mêmes thèmes. Mais
Quand Björn était à la place que tu occupes maintenant, là, quand il était avec nous, on parlait justement de la difficulté de rassembler des œuvres, de se les faire prêter, etc. Est-ce que pour un musée comme Monaco, c'est quand même pas toujours simple? D'abord, c'est un jeune musée, même malgré ce que les gens peuvent imaginer, c'est quand même un jeune musée. En fait, c'est jamais simple, hein, y compris pour les très grands musées. Ouais. Disons que les très grands musées ont des monnaies d'échange, on peut le lire comme ça, puisque si vous dirigez le musée du Louvre et que vous discutez avec, je sais pas, le Getty, ou le MoMA, New York, l'Ermitage, ou peu importe, ça ressemble un peu à une tractation. C'est un peu, tu me prêtes ça et moi en échange je te prêterai ça. Donc il y a des collections qui sont d'importance comparable, et c'est plus facile de discuter avec des musées qui ont des tailles qui correspondent un peu aux nôtres. Donc, ça n'empêche pas, il faut quand même toujours essayer. Là, dans cette exposition, il y a un magnifique prêt du Prado, un très très beau poussin. Voilà, le Prado est évidemment un musée nettement plus grand. C'est un des plus grands musées d'Europe. Oui, c'est un très beau musée. C'est un des plus grands musées d'Europe, qui est très compliqué à visiter d'ailleurs, parce qu'il est tellement grand il faut y passer beaucoup de temps. Donc c'est comme le Louvre, c'est comme tous ces musées. Ouais. On s'y attend moins, parce qu'on n'imagine pas à Madrid avoir besoin de passer autant de temps dans un endroit, parce qu'il y a beaucoup de courants différents et beaucoup de peintres espagnols. D'ailleurs, la peinture espagnole est assez... c'est une peinture très très importante. C'est un patrimoine assez complet, assez riche. Ça se limite pas à Picasso, c'est pour ça que je voulais en arriver là. Non, ça se limite pas à Picasso, voilà, c'est sûr. Et on s'y attend pas, en fait. Mais quand un musée comme Monaco arrive devant le Prado, qu'est-ce qu'on arrive à lui faire valoir pour qu'ils acceptent de sortir leur poussin, alors? Je crois que c'est les projets intellectuels de l'exposition. Ça fonctionne comme ça, en fait. En général, on envoie une note qui présente le projet, et après, si les gens trouvent que le projet est pertinent, c'est déjà la moitié du chemin qui est fait. Ouais. Mais parce que ça coûte, pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas du métier, ça coûte très cher, un prêt. Parce qu'il faut assurer, il faut transporter. L'assurance, tout ça coûte assez cher. Il faut préserver, parce que ce sont des œuvres... alors là, on parle de Poussin, donc c'est du 19e, enfin... Donc ça s'abîme, 17e, ça s'abîme assez vite, quoi. Alors en même temps, ces peintures ont traversé les siècles, donc c'est que c'est pas si fragile. C'est ce que je dis toujours, faut pas non plus s'exagérer la fragilité des choses. Et c'est pour ça qu'on peut même admirer aujourd'hui un retable médiéval, qu'on peut encore admirer une fresque à Pompéi qui date de 2000 ans. Donc en fait, évidemment, il faut en prendre soin, il faut faire le mieux qu'on peut pour que l'œuvre s'altère pas, mais néanmoins, c'est quand même relativement solide. Non, pour revenir à votre première question là, qui était intéressante, c'est comment est-ce qu'on négocie un prêt. Moi, dans un premier temps, surtout quand on est un petit musée, il faut aller voir les gens. Donc, c'est soit on a la chance de les connaître déjà, et ça, je pense que c'est le capital qu'on a avec soi en tant que commissaire, c'est-à-dire la possibilité, parce qu'on a des rapports amicaux, parce qu'on a travaillé avec beaucoup de musées, ce qui est mon cas, de pouvoir discuter directement avec les directeurs, parce qu'on a déjà des collaborations professionnelles réussies, ça facilite les choses, et quand on les connaît pas, il faut les rencontrer, c'est-à-dire il faut prendre un billet d'avion, aller les voir, présenter le projet. Moi, je crois vraiment à ça. Je pense que envoyer simplement une lettre, là, vous êtes presque sûr d'arriver à rien. Finalement, ça ressemble à demander un investissement ou chercher des actionnaires pour un projet. Absolument. C'est fondé sur la confiance et en tout cas sur une espèce de décision qui repose à la fois sur un sentiment, une impression, une intuition. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se... C'est un mélange entre la personnalité du commissaire, l'institution qu'il représente. Et donc, de ce point de vue-là, c'est comme un investissement. C'est en effet... Et le thème, et le projet. Et le projet. Donc là, vous êtes à la fois la personne... je ne sais pas si vous travaillez vous faites du private equity, vous allez vous représenter probablement une grosse société, donc c'est la spécialité, mais vous avez le projet à vendre, et puis la personne qui va le vendre. Et c'est ça qui fait qu'un investisseur déclenche marche ou pas, quoi. C'est ça. On a quand même, à t'écouter, on a quand même l'impression que c'est une partie importante. Les expositions, c'est une partie importante de ton quotidien, et en tout cas des projets qui sont
qui sont sur ta table aujourd'hui. Est-ce qu'on arrive à garder un certain équilibre entre l'écriture, la photographie, les expos parce que tout ça, ça prend un temps infini. Oui. Une expo, ça se prépare pas en 2 mois quand même. Non, c'est presque 3 ans entre le moment où l'idée commence à germer et puis le vernissage. Oui, il faut l'écrire déjà. Hein. C'est long. Non, après, c'était sans doute pas facile tant que j'étais au sein d'une institution, parce que là, il y a aussi une question de... Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait attention de pas faire des choses, des expositions personnelles, alors même que j'étais en poste. Voilà. Ouais. Maintenant que c'est plus le cas, au NMNM d'ailleurs, hein, voilà. En poste au NMNM. Au NMNM, voilà. Maintenant que c'est plus le cas, là, je vais recommencer à faire des choses pour moi, parce que voilà, c'était plus fair play de le faire comme ça. Est-ce que quand on prépare une expo comme le sentiment de la nature, est-ce qu'il y a des moments où on se dit je vais pas y arriver? Moi, alors, je suis celle-là un ou grand d'autres, optimiste, donc je ne dis jamais ça, moi. Celle de Pasolini, j'imagine, ou même celle de Lali Casbah, il y a peut-être des moments où on se dit ça va être compliqué. Alors, on se dit souvent que ça va être compliqué, mais moi, je me dis jamais que je vais pas y arriver. Je pense que... Encore une fois, c'est des questions de caractère. C'est magnifique d'avoir des projets dont on se dit qu'ils sont toujours réalisables. Mais en fait, tout est toujours possible. C'est une question d'investissement, de temps, de partenaires, avec qui on fait. C'est de patience. C'est aussi un travail d'équipe, une exposition au musée. Moi, j'ai eu la chance d'être secondé par des gens très compétents, voilà, qui rendent aussi les prêts possibles, qui s'occupent des dédouanages. Voilà, c'est quand même très technique, hein. Il y a quand même beaucoup de choses administrativement, techniquement. Oui, c'est pas simplement... C'est pas quelque chose qu'on accroche sur un mur comme ça. Hein. Mais je pense que la plupart des gens se posent pas la question d'ailleurs de comment est fait une exposition. Quand ils arrivent, l'exposition elle est déjà là, elle est donnée, et les gens simplement la voient, et ils la jugent, ils l'apprécient, ils l'apprécient pas. Mais à aucun moment, je pense que les gens se demandent comment toutes ces œuvres sont réunies ici. Comment tout ça se fait, même le choix des accrochages. Moi, j'ai eu la chance de travailler là pour les 3 expositions que j'ai faites au NMNM avec Christophe Martin, qui est un scénographe merveilleux. Bah, ça apporte quelque chose. C'est pas uniquement le commissaire qui décide de faire ci ou de faire ça. C'est un dialogue, c'est une co-construction, et même, je dirais que dans le cas particulier de la scénographie, l'apport de Christophe est plus important que le mien. Ouais, Ah oui. Moi, je décide... il y a un parcours d'exposition, donc on dit, voilà, il faut que ces œuvres-là, elles aillent dans cette salle, parce qu'elles ont du sens ensemble. Et puis après, le choix des couleurs, les propositions d'accrochage, les 6 messes qui va monter pour scinder les espaces, les recomposer. Ça, c'est vraiment des propositions qu'il fait, que le commissaire, en l'occurrence, c'était moi, mais c'est valable pour n'importe quel commissaire, va valider, discuter... Oui, c'est un vrai projet. La scénographie, il y a une école d'ailleurs de scénographie. Si, oui, très bonne. Monaco, une école qui est assez cotée. Oui. Ce dialogue-là, est-ce que il est juste technique? Je comprends que non, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas deux personnalités qui se rencontrent de nouveau entre le scénographe et le commissaire de l'exposition. Ah si, bien sûr. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, j'aime toujours travailler avec les mêmes, parce que on sait déjà qu'on s'entend, on sait qu'on est aligné, et ça va beaucoup plus vite. Ah, donc tu es plutôt fidèle alors? Ah oui, moi je suis très fidèle, oui. Ouais. De ce point de vue-là, moi, je travaille toujours avec les mêmes personnes, avec les mêmes artistes, avec... C'est étonnant, parce que pour quelqu'un qui parcourt le monde... Bah oui, mais justement, alors c'est oui et non, parce que quand on voyage beaucoup, on a besoin de points fixes, en fait. Ouais. Et les points fixes, on peut les trouver... moi, je sais pas, par exemple, là, je suis allé quelques fois à Chengdu pour ce projet, je vais toujours dans le même hôtel, je vais dans les mêmes bars, et c'est une manière de recréer un quotidien, en fait, au fil des voyages. Parce que quand on voyage beaucoup comme ça pour son travail, est-ce qu'on est seul? Bah, oui, on est plutôt seul, oui. Il y a quand même beaucoup de moments où on voyage seul, mais on voyage seul pour rencontrer des gens. Par exemple, à Chengdu, là, l'équipe était formidable. Il y avait d'ailleurs un jeune peintre que j'ai rencontré... à Chengdu, qui s'appelle Anting Q, est exposé dans l'exposition que j'ai faite à Monaco, mais je l'ai rencontré à Chengdu parce qu'il était mon assistant au musée. Un garçon francophone qui a fait les beaux-arts en France, qui est vraiment formidable. Et puis un jour, je suis allé chez lui, j'ai vu son atelier, etc. Et je me suis dit, j'ai vu un tableau qui entrait exactement dans le thème, et je lui ai proposé de participer à l'exposition un peu au dernier moment. Mais c'est ça aussi, voyager, c'est aussi... Certes, on est seul au moment où on est dans l'avion, mais en fait, on voyage vers des gens. Et donc, ça, c'est
une des parties très agréables, je trouve, de ce métier. Bah oui, et puis c'est la partie la plus agréable du voyage, c'est ça, hein, c'est quand même d'aller à la rencontre de gens. Est-ce que ça t'a manqué pendant les années où tu as moins voyagé, parce que Ça m'a manqué, c'est une des raisons pour lesquelles en fait j'ai choisi de reprendre ma liberté, oui. c'était entendu avec le directeur, avec Björn, Oui. quand il te recrute, il sait que tu vas partir? Bah, oui, enfin, on en avait discuté, je lui avais dit que je resterais au moins 3 ans, donc c'était une parole que j'ai tenue. Est-ce qu'on a des objectifs quand on s'engage dans une aventure comme ça? Est-ce que tu avais des objectifs avec le NMNM en nombre d'expos, en artistes que tu voulais mettre, dont tu voulais parler, en thèmes que tu voulais aborder? Est-ce que tu avais déjà des idées? J'avais des idées, oui. Par exemple, mon Newton, ça c'était... Newton, c'était un... J'avais déjà l'idée. J'avais déjà l'idée de Pasolini aussi. Donc ça a pu se faire, ça je suis très content. En revanche, Sentiment de la nature, ça c'était plus flou. J'avais depuis très longtemps envie de faire quelque chose autour de Poussin. Parce que Poussin, un peintre que j'adore, sur lequel j'ai beaucoup lu, que je connais assez bien. Mais j'ai dit bon, un jour peut-être. Et en même temps, je suis pas un spécialiste de Poussin, comme Pierre Rosenberg est spécialiste de Poussin, ou comme Jean-Pierre Cuzin, spécialiste de la peinture du XVIIe. Donc il faut aussi, à un moment donné, tenir compte de qui on est, de ce qu'on sait faire bien. Et donc autant, j'aurais pas été la personne la mieux désignée pour faire une exposition monographique sur Poussin, pas spécialiste de ce peintre. En revanche, je le connais suffisamment pour faire un dialogue. Et donc là, je pense qu'il y a une forme de richesse aussi dans ce dialogue. Ce rapport entre Poussin et la peinture contemporaine n'avait jamais été évoqué jusqu'à présent? Alors, aussi. Il y a quand même un précédent que je cite d'ailleurs dès les premières lignes de mon texte dans le catalogue. C'est une exposition que j'ai vue qui avait été faite par Laurent Lebon, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est un ami avec qui j'ai eu la chance de pas mal travailler, qui aujourd'hui est président du Centre Pompidou. Oui. Mais il se trouve qu'il avait été co-commissaire avec Pierre Rosenberg et probablement encore une autre personne dont j'ai oublié le nom, d'une exposition à Chantilly autour du massacre des innocents. Donc il y a un grand tableau de Poussin et qui était mis en rapport avec des artistes contemporains qui eux aussi en fait avaient fait écho au tableau. Je me souviens qu'il y avait Michel Alberola, il y avait Francis Bacon, enfin voilà, c'était une très très belle exposition. Donc ça avait déjà été effleuré en tout cas. Oui. Ouais, je préfère le dire parce que je n'aime pas m'approprier les idées des autres. Justement, parce qu'on parle de Laurent Lebon, il est venu à Monaco cette année. Est-ce que ça veut dire quand même que Monaco, aujourd'hui, s'impose petit à petit comme une scène sur laquelle on peut retrouver des gens qui ont des projets qui ont une dimension qu'on pourrait imaginer supérieure quand même? Parce que quand on est à la tête de Georges Pompidou, on n'a pas un lien totalement spontané avec le Grimaldi Forum à Monaco. Hein. Mais vous savez que Laurent a fait mieux que ça, c'est qu'il a fait une exposition chez nous qui était Cactus, dont il était co-commissaire avec Marc Janson. Donc là, c'était encore plus flatteur pour le musée. Alors, moi, en revanche, je n'ai pas cette lecture-là de Monaco, mais je pense que c'est un très beau musée qui a des moyens. En fait, on n'est pas un musée qui a des surfaces d'exposition énormes, mais il y a une jolie collection, et puis il y a vraiment une bonne équipe dans ce musée. Et puis, encore une fois, il y a de l'argent pour remonter les projets. Et déjà, tout ça fait que ce musée-là est nécessairement attractif. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il soit considéré comme un endroit où il faut aller? C'est en tout cas ce à quoi moi je me suis employé pendant 3 ans aux côtés de Björn. C'était de donner envie c'était ça aux un gens, peu la question, c'est est-ce qu'on y arrive alors? Je suis pas le mieux placé pour y répondre, au sens où là je suis un peu jugé parti. Mais non, en tout cas, il y a un caractère international de Monaco qui est lié à ce qu'est la principauté. Il y a des gens du monde entier qui viennent ici, donc il y a déjà un côté international. Et ce qu'on fait ici est vu par des gens, peut-être pas pas grâce à nous, mais en tout cas, dans les faits, c'est comme ça. Il y a des Russes qui vont voir les expositions, il y a des Anglais, des Italiens, des Espagnols. Il y a quand même 127 nationalités sur le territoire. C'est ça. Et nous, on les accueille, on les accueille toutes. Ça nous fait plaisir quand, justement, il y a des... Oui, c'est un gros élément différenciant par rapport à des musées... Oui, par rapport à un grand musée de province, le français, c'est évident. Et moi, j'ai discuté là, avec Emmanuel Casareu, là, qui est un copain qui est président lui, du musée du Quai Branly, et il me disait, on comparait en fait le nombre de nationalités différentes qui fréquentaient le musée journellement. Et lui, il me disait qu'au musée du Quai Branly, ils étaient à 4 ou 5.
ce qui est beaucoup moins que Monaco, en fait. Beaucoup moins. Ah oui, beaucoup on moins. a des statistiques par nationalité. Il y a des week-ends, il y a 20 nationalités différentes qui passent au musée. Et après, tous ces gens ne vivent pas qu'à Monaco, ils vivent aussi ailleurs, donc ils retournent chez eux, peut-être qu'ils parleront de l'expo, et donc ils font connaître le musée. Ce sont des ambassadeurs un peu involontaires du musée. Après, est-ce que les gens viennent exprès pour des expositions ? Ça, je saurais pas le dire, mais de toute façon, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui voyagent exprès pour voir une exposition, même au niveau mondial ? C'est rare, en tout cas, que ce soit que pour ça. Ça peut arriver, mais voilà, c'est assez rare. Ou alors, quand il y a eu l'exposition Vermeer, là, récemment, qui était vraiment sublime, je connais des gens qui ont pris l'avion vraiment pour voir cette exposition Vermeer. Mais voilà, ça, c'est une fois tous les... Bon, et puis Vermeer, c'est aussi parce que il voyage très peu, si je peux dire. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que du Vermeer hors c'est ça. de Richeke, c'est compliqué quand même. Hein, c'est ça. Pas... Et donc là, c'était la grande exposition monographique qui n'avait pas eu lieu depuis très très longtemps, et probablement qu'elle n'aura pas lieu avant très très longtemps. Donc les gens qui aimaient vraiment Vermeer, ils sont allés. Mais ça, c'est quand même assez rare. Je pense que c'est plutôt... les visites d'exposition, ça me semble une activité un peu opportuniste. Oui. On est là et on regarde ce qu'il y a à faire, et puis c'est l'exposition qui plaît, on y va, quoi. C'est ça. Quand on est commissaire d'expo, est-ce qu'on a des rêves ou des choses où on se dit un jour je ferai ça? Ou pas vraiment? Oui, je pense, je pense qu'il y a des artistes avec lesquels on a envie de travailler ou sur lesquels on a envie de travailler. Ce que je veux dire, c'est pas toujours évident de faire accepter des projets. Il y a des choses qui sont plus difficiles que d'autres ou qui collent plus ou moins avec les endroits, c'est ça? Oui, absolument. Là, ça tombait assez bien puisque à la fois Newton et Pasolini, pour des raisons biographiques dans le cas de Newton, puisqu'il a vécu 30 ans ici, et Pasolini pour des raisons de contexte, puisque c'est un grand artiste italien, et on sait que l'histoire de Monaco est très liée à l'Italie. Là, ça fonctionnait assez bien. Donc là, c'était plus facile de le faire ici que si probablement j'avais voulu le faire en Chine. Par exemple, Pasolini en Chine, ça serait sans doute très dur. Voilà, ce serait pas le bon endroit pour le faire pour plein de raisons, parce que il y a une dimension sexuelle, et puis c'est des choses qui sont pas acceptées en Chine. Il y a une dimension aussi très politique, et c'est des choses qui sont pas non plus... comment dire ? Qui sont moins faciles, en tout cas. Qui sont moins faciles, voilà, c'est ça. L'exposition telle qu'elle a été faite à Monaco n'aurait pas pu être faite en Chine. Voilà. Donc il faut choisir un peu ces endroits. Et à l'inverse, ce que j'ai fait à la Biennale, on n'aurait pas pu le faire à Monaco, ne serait-ce que parce que le musée est trop petit. Ouais, et quand on conçoit des expos, est-ce qu'à un moment donné, on pense à les faire voyager telles quelles? Oui, ça c'est intéressant. Là, je réfléchis d'ailleurs justement là, peut-être faire voyager Pasolini à Malte. Voilà, il y a un début de projet, on va voir. Mais ça, c'est faire voyager une expo. Alors, est-ce que ça, c'est toujours la question que je me pose, c'est si j'ai vu une expo quand elle voyage, est-ce que je vais voir la même? Souvent, pas tout à fait. En fait, ça dépend de comment elle est construite. Si elle est construite, si c'est un partenariat, par exemple, entre 3 musées qui mutualisent un certain nombre d'œuvres, et donc il est entendu que l'exposition, en tant que bloc, va passer d'un musée à l'autre, là, vous voyez à peu près la même. Mais à peu près, parce que les espaces sont pas les mêmes, donc il faut adapter la scénographie, etc. La scénographie n'est pas la même. Il y a quand même toujours des différences, mais ces différences peuvent être plus ou moins grandes. Après, il y a d'autres... comment dire, si vous avez une grande exposition faite par un musée très riche qui voyage dans un petit musée pauvre, ça peut pas être la même. Évidemment, ce sera pas la même. Donc, mais ça, c'est intéressant de repenser une exposition pour un lieu, c'est-à-dire essayer d'en garder vraiment l'intérêt, la substantifique moelle, comme dirait Rabelais, mais en l'adaptant à un contexte plus contraint, plus petit, ou à l'inverse, faire grandir une exposition. C'était le cas de Cactus. Cactus, une exposition qui avait été montée au musée Yves Saint-Laurent dans un format beaucoup plus petit, sur 150 mètres carrés, et que Laurent Lebon et Marc Janson ont redéployé avec nous au musée sur 500 mètres carrés. Oui, parce qu'elle était plus grande que 150 mètres carrés, ça c'est sûr. Oui, non, et on l'a beaucoup enrichi. Moi, j'ai proposé des œuvres, on avait des idées aussi, etc. Donc l'exposition est devenue quelque chose de nettement plus grand. On a fait un catalogue aussi. Qui pour le coup à Monaco avait un sens encore différent, parce qu'il y avait quand même les cactus
À Monaco, c'est quand même un... On a Il y a fait un un jardin partenariat avec le exotique, jardin oui. exotique. Enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient évidentes. D'ailleurs, il y a plein de cactus dans la ville. Quand on se balade, on en voit beaucoup. Là Donc, aussi, ça prenait un autre sens, hein. Le faire par rapport à Marrakech ou le faire à Monaco, absolument. c'était complètement différent. Ouais. De toute façon, c'est toujours une affaire de contextualisation. Est-ce que, justement, quand on choisit d'aller à un endroit, alors tout à l'heure on parlait de la Chine, mais il y a eu d'autres endroits où tu as fait des expositions, est-ce que ça compte aussi? On se dit, j'irai pas travailler à Milan, ou je n'irai pas travailler dans ce musée-là, ou mon rêve c'est d'aller travailler dans ce musée-là. Oui, je pense qu'on a vraiment des préférences. On a des préférences. Après, il y a aussi une forma mentis qui fait qu'on s'entend bien avec certains types de personnes, et donc on va plutôt rechercher ce type de collaboration, et moins bien avec d'autres. Moi, j'ai beaucoup travaillé tout autour de la Méditerranée, probablement parce que je m'entends bien avec ces gens. J'ai pas mal travaillé aussi avec la Russie, je m'entends bien avec ces gens, je travaille très bien avec eux. Je les comprends, je les aime, et voilà, et ça favorise les choses. À l'inverse, j'aurais pas, faut jamais dire, Fontaine, je boirai pas de ton eau, mais disons, a priori, je suis pas très attiré par les États-Unis. Alors que beaucoup des grands musées sont aux États-Unis, mais j'ai pas envie, spontanément, d'aller travailler là-bas. Si on me faisait une proposition absolument géniale, peut-être que. Alors justement, Guillaume, ce serait quoi une proposition absolument géniale? Qu'est-ce qui drive le choix de Guillaume de Sardes? Moi, c'est plutôt des idées que j'ai. J'essaie de trouver des gens qui ont envie de parler des mêmes choses, faire, en fait, qui ont envie de faire ça. Donc, c'est plutôt voir comme ça. Parce qu'on en discutait avant de commencer l'enregistrement. Il y a une dimension qui est importante, c'est comment on s'assure que ceux qui viennent comprennent le message. Parce que la médiation, c'est quand même... Alors, c'est pas le cœur, mais... Non, c'est important, bien sûr. Je peux le dire à ceux qui nous écoutent et qui n'auront jamais peut-être la chance de le faire. Visiter une expo avec Guillaume de Sardes, c'est pas visiter une expo tout seul. Hein. C'est pas du tout la même chose, quand même. Hein. Non, j'espère qu'il y a quand même une petite valeur ajoutée à avoir le commissaire avec soi. Moi, encore une fois, là, je peux que parler en mon nom, puisqu'il y a autant d'approches que de commissaires. Moi, j'essaie de faire des expositions qui ont deux niveaux de lecture, en fait, qui peuvent à la fois plaire et séduire le plus grand nombre, un public de non-spécialistes, qui va voir des belles œuvres avec un propos cohérent. C'est déjà pas mal. Et puis... Ça, Pasolini, c'est un exemple de ça. Pasolini, j'avais essayé de faire ça. C'était des belles œuvres de Pasolini avec un grand nom, un nom connu. Bon, Newton, c'était un peu ça aussi, d'ailleurs. Hein. C'est ça. Newton, si on prend par exemple Newton, il y avait à la fois cette séduction des œuvres de Newton en elles-mêmes, il y avait y compris d'œuvres qu'on avait déjà vues, des photos de Newton qu'on avait déjà vues. On les a quasiment toutes déjà vues, en fait. Il est tellement iconique. C'est vraiment quelqu'un qui, en plus, comment dire, il n'avait pas d'œuvre personnelle cachée. Il produisait, c'était de la commande pour des publicités, pour des magazines, pour Vogue, etc. Mais voilà, donc en dehors de ça, de cette exposition qui présentait des belles images que tout le monde pouvait voir ou revoir, il y avait un propos qui était l'apport intellectuel de mon exposition, qui était les liens de Newton avec le surréalisme. Ouais. Ça se traduisait un petit peu dans les textes de salle et beaucoup dans le catalogue. Pour Pasolini, c'était la même chose. C'était à la fois une traversée, on pouvait découvrir en fait l'œuvre de Pasolini, une partie de ses films, des extraits, etc. Et puis il y avait un apport intellectuel qui était les liens de la peinture classique avec Pasolini. Sentiment de la nature, c'est un peu la même chose. C'est à la fois une succession de très très belles œuvres. Il y a un nombre de chefs-d'œuvre quand même assez important. C'est une exposition événement quand même, le sentiment de la nature. Il y a beaucoup de très bons artistes en tout cas, ça c'est sûr. C'est une satisfaction quand même. C'est une satisfaction, oui. Est-ce que c'est un indicateur de succès d'avoir réalisé une expo avec beaucoup de très bons artistes? Disons que c'est pas facile à faire, donc déjà l'avoir fait, c'est déjà bien en soi. Après. C'est une satisfaction. Bon, moi, ça me fait très plaisir. C'est que des artistes que j'aime. Voilà, dans cette exposition, il n'y a pas d'artistes. Alors ça, c'est important, Guillaume. Hein.
quand tu dis ce ne sont que des artistes que j'aime, est-ce qu'on arrive à exposer des artistes qu'on n'aime pas? Bah, oui, ça arrive parfois. Ça arrive. Parce que. Oui, enfin, la question semble comme ça. Non, c'est mais... pas une question. Non, c'est une question intéressante. Alors après, il y a deux choses différentes. Il y a le jugement de goût, et puis après, il y a le jugement que moi je peux porter sur des choses en tant qu'historien de l'art. Il y a des artistes que je n'aime pas à titre personnel, mais dont je considère qu'ils sont très importants parce que leur rapport est décisif. Par exemple, parce qu'ils ont changé le paradigme de l'histoire de l'art, parce qu'ils ont voilà. Donc, ils ont marqué une époque en tout cas. Ils ont marqué une époque. Et vraiment, il y a même des gens qui ont eu des influences très très durables en fait. Donc il faut séparer les deux. Bon, alors après, quand on a la chance de pouvoir faire un peu ce qu'on veut, on a tendance à prendre quand même à la fois des gens qui sont des artistes importants et par ailleurs qu'on aime bien. C'est-à-dire, ce que tu es en train de dire, c'est que pour illustrer un propos, tu as le choix. Ah bien sûr, mais là avec ce thème-là, j'aurais pu faire 10 expositions différentes. Le thème est tellement large, tellement plastique, que j'aurais pu faire 10 expositions différentes avec différentes œuvres. J'aurais pu faire la même exposition qu'avec des artistes chinois, par exemple. Ah oui. Si ça avait été une demande, si un musée chinois m'avait dit faites ça, c'était très facile à faire. Enfin, très facile à faire, c'est jamais très facile, mais c'était possible. Donc, c'est pas un exercice imposé. C'est-à-dire que quand on choisit... Alors, il y a peut-être des thèmes qui sont moins larges que celui-ci, oui. hein, et dans lesquels forcément, on va tomber sur des choses qu'on peut pas éviter. C'est ça? Sur des œuvres qu'on peut pas éviter. Ou sur des peintres qu'on peut pas éviter. Et particulièrement si vous faites, par exemple, une grande exposition monographique, oui. Vous êtes obligé de passer par certains tableaux qui sont considérés comme les sommets de la carrière de l'artiste. Et si vous les avez pas dans l'exposition sera perçue, notamment par vos pairs, comme un peu faible, un peu... Ah oui? Oui. C'est pas un monde où la bienveillance, en fait, est le maître mot. Hein. Du coup, je découvre qu'il y a aussi une évaluation, c'est-à-dire c'est pas uniquement le succès populaire ou la satisfaction du commissaire sont pas les seuls gages de l'évaluation de l'exposition. Non, je dirais même que on est avant tout en tant que commissaire évalué par ses pairs. Ah oui. Oui. Ils viennent voir. Ou ils achètent le catalogue? Non, ils viennent. Enfin, beaucoup viennent. Et puis, il y en a qui achètent le catalogue. Oui, non, les gens s'intéressent. Et tu as reçu des critiques comme ça, qui peuvent être positives. Critiques, c'est pas forcément négatif, mais j'ai reçu, des appréciations, en tout cas. Des gens qui ont bien aimé l'exposition. Par exemple, Didier Ottinger, dont vous parliez tout à l'heure, qui était le commissaire de Couleurs, a vu l'exposition. Je crois qu'il l'a bien aimé. Par exemple. Par exemple. Par exemple. Qu'est-ce qui est le plus important alors, c'est vrai qu'on a effleuré l'écriture, on a effleuré la photographie, mais qu'est-ce qui est le plus important dans ce que tu fais aujourd'hui pour toi? En fait, chaque chose m'apporte des satisfactions différentes. En fait, je suis vraiment enchanté de faire une exposition et ça me fait très plaisir de travailler un roman. Voilà, c'est des choses un peu différentes. C'est pas les mêmes temporalités, c'est pas non plus les mêmes moments où on le fait. C'est pas la même satisfaction. Dans un cas, l'écriture, c'est un travail quand même très solitaire. Une exposition, je le disais, c'est un travail d'équipe. On voit des gens, on voyage, on va voir des tableaux. Est-ce qu'on peut le faire en même temps? Moi, en tout cas, je peux, oui. Après, ça dépend des gens. Hein. Là, tu écris n'importe où? Quand même pas, mais j'ai pas besoin, comme certains, j'ai des amis écrivains qui ont vraiment besoin d'un cadre très, très, très précis pour écrire. Moi, j'en ai pas besoin. Moi, j'ai besoin d'envie. Tant que j'ai envie, je peux le faire dans un avion, je peux le faire à l'hôtel, je peux le faire chez moi. Enfin, le cadre est pas... Et tu écris à la main important. Ou tu écris sur ordinateur? Non, j'écris sur ordinateur. Ça change les choses? Je prends des notes à la main quand j'ai des idées, des choses comme ça, où je peux rédiger peut-être un paragraphe à la main, mais jamais plus que ça après. Oui, je pense que ça change des choses, ouais, quand même. Ça change des choses dans la facilité de recomposer des passages. Ouais. En fait, la rature, parce qu'on la voit pas, la rature. Ça permet de gagner du temps. Ouais. Au fond, je pourrais faire la même chose à la main. Simplement qu'il faudrait que j'encadre des morceaux de phrases, que je mette des flèches qui vont là, et à la fin, on a des brouillons un peu illisibles et qu'il faut remettre au net. Là, l'avantage, c'est qu'on fait un copier-coller, on déplace une phrase, et c'est quand même plus simple. Oui, puis il y a... Alors, je sais pas pour toi, mais moi, ça me le fait. J'ai un phénomène avec la rature, c'est-à-dire que quand j'écris à la main,
le fait de voir des choses que j'ai barrées ou que j'ai réécrites, ou ça peut finalement m'écarter de la ligne. Alors que quand je les vois pas, à l'ordinateur on les voit pas, j'ai plus de continuité dans ce que je fais en fait. Disons qu'aujourd'hui, à part avoir un fétichisme de l'écriture, on n'écrit plus à la main. Il n'y a plus beaucoup de gens qui écrivent à la main. Moi, mon éditeur chez Gallimard, Philippe Solers, lui écrivait encore à la main, mais c'est parce que je pense qu'il y a aussi après l'idée de manuscrit, de garder quelque chose de la composition du livre, de l'histoire de sa composition. Ce qui est intéressant aussi d'ailleurs, et c'est dommage. Parce que ça continue de s'appeler un manuscrit, c'est-à-dire que ce que tu vas présenter à ton éditeur, c'est un manuscrit, alors qu'il n'est pas écrit à la main. Ils disent tapuscrit maintenant, mais, ils disent tapuscrit mais en fait, c'est un manuscrit, en un sens, oui. En tout cas, l'écriture, c'est un compagnon de route. Oui, j'aime bien, j'y reviens sans cesse. C'est vrai. Et si je devais te demander comment tu te vois dans 10 ans, est-ce que tu te verrais toujours écrivain? Est-ce que tu te verrais toujours commissaire? Parce que ce que je comprends de nos échanges là, c'est que ça évolue tout le temps pour toi. Le projet d'après est toujours un peu différent, quoi. Oui, mais c'est toujours un peu à travers les mêmes médiums, à travers la photographie, à travers l'écriture, à travers les expositions. Finalement, c'est quand même... Les thèmes changent, mais... et même ça, en fait, il y a une continuité dans les thèmes. Là, je parlais de mon intérêt pour les artistes radicaux. Ça s'est jamais démenti en 20 ans de carrière. Donc finalement, ça change pas tellement. Après, quant à savoir ce que je ferai dans 10 ans, là, vraiment, là, moi, je projette jamais à des horizons aussi loin de ça. Ça me jamais, semble... jamais. Oh, donc ça veut dire que... Parce que ma question en creux, c'est de dire à quel moment tu sais que tu vas faire ça de ta vie. Parce que c'est pas banal pour un élève de lycée. Mais là, j'ai envie de dire, c'est déjà un peu trop tard. J'ai déjà fait ça de ma vie, là. Ouais, si je voulais tout d'un coup changer, j'aurais du mal. Non, moi, je me suis rendu compte, j'ai pris conscience, douloureusement conscience d'ailleurs, il y a quelques années, que j'avais fait des choix, qui étaient des choix de carrière, que maintenant, je peux pas facilement... en tout cas, il me faudrait énormément d'énergie. Je sais pas, si je voulais travailler demain dans la finance, je reprenne des études de finance, et qu'en plus... je vois pas pourquoi j'embaucherais quelqu'un comme moi qui est déjà âgé, donc il faudrait payer beaucoup, etc. Donc, oui. Âgé, pour quelqu'un qui est né en 79, c'est pas non plus... Non, mais c'est, en tout cas, dans une logique de carrière un peu classique, comment dire, les choix que j'ai faits sont des choix que je regrette absolument pas. Tu es sur des routes, là, c'est sûr voilà, il y a un peu une direction. Après, moi, j'ai d'autres intérêts, mais que je cultive aussi en parallèle depuis très longtemps, notamment pour la géopolitique. Mais ça, c'est quelque chose qui est lié aussi à l'écriture, qui est lié aux médias. Donc ça j'ai toujours fait ça. Et j'ai aussi une compétence dure. C'est une culture. La géopolitique, c'est une culture. Ouais. C'est une autre culture, mais c'est une culture. C'est une autre culture. Mais voilà. Mais ça, c'est des choses... Voilà, c'est un autre champ dans lequel je peux faire des choses. Mais certainement pas la finance ou l'ingénierie ou les mathématiques appliquées. Voilà, ça, malheureusement, c'est trop tard. Mais l'idée, c'est quand même de dire, est-ce que cette curiosité quasi systématique que tu as, est-ce qu'elle est facile à satisfaire? Je crois que quand on est curieux, ça s'arrête jamais. Ah ouais. On a toujours envie de... Donc ça veut dire que c'est pas fini, qu'il y aura encore des choses différentes. Non, j'ai plein de projets d'exposition en tête, des choses. Alors est-ce qu'il y en a avec nous? Des projets avec nous? Mais on va voir. Peut-être. Non, parce qu'on est toujours un peu... on se dit toujours... on est bien chez nous, alors pourquoi on voudrait en partir? On veut peut-être en revenir de temps en temps. Non, mais moi j'ai beaucoup aimé ces quelques années à Monaco. J'ai beaucoup aimé la principauté. Vraiment, c'est l'âge de dire que je pars parce que c'est le bon moment pour moi. Mais je pars pas parce que je suis insatisfait. Au contraire, je suis très satisfait. Peut-être que d'ailleurs je pars parce que j'ai fait 3 expositions que j'avais très envie de faire, et puis j'ai appris des choses sur moi d'ailleurs en travaillant à ce poste de directeur du développement au musée, parce que c'est pas des choses que je faisais avant. Le métier de commissaire, c'est très différent d'un métier qui suppose de gérer des équipes au quotidien, etc.
De motiver des équipes au quotidien. De les motiver, de les gérer comme on veut, oui. Ouais, quand je dis ça, c'est parce que on a cette image en tête qu'un commissaire est forcément motivé par le projet, puisque c'est lui qui l'a choisi ou qu'il a... Voilà. Oui, ça c'est vrai, ça je pense que c'est vrai. C'est une lecture... Enfin, c'est pas le même étage. Non, quand on a une équipe qui reçoit ça comme un exercice à faire, et quand il y a quelqu'un qui choisit l'exercice, quoi. Et puis, dans un musée, il y a beaucoup de tâches à faire, des tâches quotidiennes qui sont pas toujours liées en fait aux expositions, ou en tout cas pas toujours aux siennes. Enfin, faut animer des communautés, il y a de la communication, il y a du mécénat. Il y a du mécénat, les éditions, enfin il y a beaucoup de choses à faire en fait. Ouais. C'est un travail qui n'est pas toujours visible en fait. Non, qui n'est pas visible. Ça, je crois que c'est le propre d'un peu tous les travails, c'est que vu de l'extérieur, souvent les gens se rendent pas tellement compte de ce que ça représente vraiment. En fait, on a toujours des idées très imparfaites en fait de ce que c'est qu'un métier. À moins d'être au plus près de ce métier. Si vous demandez à un chirurgien, on a une sorte d'idée comme ça du métier du chirurgien, mais en vérité, il y a énormément de choses qu'on ne sait pas. Il y a de la formation continue, il y a des discussions avec des collègues, j'imagine des colloques. Écritures. Exactement. Il y a plein de choses, c'est pas juste l'opération. C'est pas juste le geste chirurgical, effectivement. C'est pas juste ça. Alors, et encore, je vous dis ça, moi, n'y connaissant rien, donc j'imagine qu'il y a plein d'autres choses. Néanmoins, moi, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant ? Parce que si j'avais une baguette magique, là, qu'est-ce que tu me demanderais ? Que ça continue comme ça, encore un petit peu. Encore une seconde, monsieur le bourreau. Eh ben, merci. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir fait un petit crochet. Merci, Geneviève. Et à bientôt. À bientôt.